Les funérailles des tabous, la renaissance par l'excellence. Le problème de chez nous, c'est qu'on veut être validé par le système. On veut que le mec qui a la boîte de nuit qui est hype nous laisse rentrer. On veut que le mec qui a le bon restaurant nous laisse rentrer. On veut que le mec qui soit en poste dans telle entreprise, coté en bourse, nous laisse rentrer. Arrêtons. Ils veulent pas de nous, c'est pas grave. On s'organise, on se prend en main. Mais aller à chaque fois dépenser une énergie folle pour rentrer dans un restaurant alors qu'on veut pas de toi, pour rentrer dans une boîte de nuit alors qu'on veut pas de toi. Elle est là la mentalité du petit nègre. Otep, shalom, salam, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous vous portez au moins aussi bien que la corruption au Parlement européen ou que le sens de la connaissance dans le cœur de Cheikh Anta Diop. Bienvenue dans les Funérailles des Tabous, votre émission, désormais quasi hebdomadaire, qui s'est donnée pour mission de permettre à un maximum d'afros de participer à la Renaissance. Mais à la Renaissance par l'excellence. Autrement dit, très loin de la victimisation, très loin de la passivité. Nous vous remercions et nous vous remercierons jamais assez pour le soutien que vous nous apportez de saison en saison. Et sachez que votre soutien nous sert de carburant, dans la mesure où la route est encore longue, mais avec votre force, avec votre courage intellectuel, nous allons atteindre nos objectifs. Alors, aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème central. Mais avant de vous le soumettre, je me dois quand même de présenter la personne, le frère d'armes qui va m'accompagner, avant de présenter les invités. Je vous présente le frère aux yeux perçants et aux conseils économiques qui ne le sont pas moins. Bonjour, cher frère. Bonjour Herman, comment vas-tu? Ça va à merveille, et toi? Ça va très bien, je te remercie. Impeccable, ravi de partager cette émission avec toi. De même. Concernant nos invités, bon, le premier, vous le connaissez déjà, c'est notre Cicéron avec des rastas, le char d'assaut de la rhétorique, dont le verbe est aussi tranchant qu'un katana. Maître Taboula Beko. Merci Herman, merci pour cette présentation très élogieuse. Et surtout, très objective. Et enfin, notre invité glamour, et qui, en plus d'être scintillante, a les pieds sur terre et le cœur en face de l'histoire. Je vais la laisser se présenter avec plus de détails. Nous avons l'honneur d'accueillir Aïssata Seck. Bonjour Herman. Bonjour chère sœur, comment vas-tu? Très bien. Très bien. Ravi d'être là. Très vite là. Parfait. Alors nous sommes là pour un sujet central. Je vais vous le présenter. Ingrat. Oui, Moussa, Mamadou, tu es ingrat. Tu devrais remercier la France pour tout ce qu'elle t'a offert. Ne jamais la critiquer, au grand jamais, quelles que soient ses actions. Voilà en résumé ce que nous autres descendants de la communauté afro avons reçu lorsque Omar Sy a reçu en pleine face, suite à une interview qu'il a donnée, de la part d'une partie de la France, cette remarque, l'ingratitude. Et parallèlement à cela, il venait livrer sur la place publique un film. Un film dans lequel il a osé ne pas se contenter de rire ou de danser, dans lequel il a osé utiliser son cerveau et pas uniquement son corps. Au point où la question fondamentale se pose autour de la question des tirailleurs. Les tirailleurs ont-ils été les esclaves de la France ou les héros d'un panafricanisme embryonnaire? Pour ouvrir ce sujet, on va laisser la parole à la sœur Aïssata. Mais d'abord, on va dresser quand même un portrait sans tabou. C'est une nouveauté, on va essayer d'innover. Un portrait sans tabou, chère Aïssata, pour qu'on puisse te cerner. Peux-tu nous dire, si tu étais un personnage historique, qui serais-tu? Alors on en a beaucoup. Je suis une combattante, je suis une résistante, donc je dirais Rosa Parks. Rosa Parks, très bien. Si tu étais un passage de l'histoire, un moment historique. Un moment historique, abolition de l'esclavage avec les résistances en Haïti. Très bien. Si tu étais une citation. Je vais aller dans la continuité, des racines avec moi l'arbre de l'esclavage. Ça fait partie d'un discours de Toussaint Louverture en 1793, où il a continué à mener le combat pour l'abolition. Très bien. Si tu étais un livre. Un livre,
Je dirais un livre de Maryse Condé, Moi Tituba, un roman que j'aime beaucoup, que j'ai lu plusieurs fois, donc je choisirais ce livre. Très Mais bien. il y en a plein d'autres. Mais en Et tout cas, enfin, celui-ci. si tu étais une erreur. Si j'étais une erreur, je dirais, bon, on va dire que c'est un peu ironique, mais les bananes dans le tchéboudjen. Pour moi, ça, c'est une erreur. C'est une erreur monumentale. C'est une erreur que beaucoup de Maliens et Ivoiriens commettent. Pour moi, c'est un sacrilège, donc je choisirais cette erreur, ouais. C'est interdit. Très bien. Interdit. Parfait. Merci pour ce portrait. Alors, on va rentrer maintenant dans le sujet à proprement dit. Tu n'es pas là par hasard, rattaché à cette problématique. Peux-tu nous dire quel est ton rapport, toi, aux tirailleurs? Alors déjà, un rapport personnel, parce que je suis petite fille de tirailleurs sénégalais. J'ai connu cette histoire tard. C'est-à-dire que quand ma mère me parlait de mon grand-père, elle me parlait surtout de mon grand-père qui était sapeur-pompier. Et elle ne nous parlait pas du tout du fait qu'on avait un grand-père qui avait participé notamment à la guerre d'Indochine. Et c'est en faisant pas mal de recherches, je m'intéressais beaucoup à l'histoire quand j'étais au collège. Et en fait, en troisième, on apprenait la Première Guerre mondiale et en seconde, la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, quand on m'a parlé de la Première Guerre mondiale à l'époque, même si je connaissais l'existence des tirailleurs, enfin des anciens soldats issus des colonies, je ne m'étais pas plus intéressée au sujet, mais j'avais lu quelques petites choses sur le fait que des milliers d'hommes noirs avaient combattu aux côtés de la France. Et en fait, ce qui m'avait interloqué à l'époque, c'était que le premier régiment a été créé tôt, en 1857. On parle beaucoup de la Première Guerre mondiale et Seconde Guerre mondiale. Et ce qui m'a interloqué, c'est qu'on a utilisé des Noirs dans les guerres de conquête coloniale. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à faire des petites recherches, à me renseigner sur cette histoire coloniale, en fait. Et de fil en aiguille, je lisais beaucoup, ça m'intéressait, mais sans plus. Et le déclic, en fait, ça a été ma rencontre dans les années 2007-2008. J'ai rencontré des anciens tirailleurs sénégalais qui vivaient sur Bondy. Et en fait, je les croisais sur les marchés. Et je savais que c'était des anciens parce que souvent, ils avaient leur médaille. Ils arboraient leur médaille fièrement. Donc, je les observais pendant des mois et des mois sans oser aller leur parler. Et un jour, je décide d'aller leur parler. Et une amitié est née. Donc, j'allais les voir au foyer. Ils vivaient dans des conditions extrêmement difficiles. Dans 7 mètres carrés. Et là, en fait, je me suis dit, c'est juste pas possible, en fait. On est en France, on a des anciens qui ont permis la libération de la France et ils vivent comme des chiens, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment ça. 7 mètres carrés sans sanitaire, sans kitchenette, seuls, à aller faire leurs courses seuls, sans famille. Enfin, et du coup, voilà, j'ai commencé à les suivre de plus près et de fil en aiguille. Ils me racontaient leurs histoires et surtout, ils m'ont fait part de leurs problèmes administratifs. Ils faisaient des démarches, notamment pour obtenir cette nationalité française, qu'ils n'arrivaient pas à obtenir parce que on a des gens derrière un bureau qui suivent uniquement les démarches administratives françaises. Et en fait, ils recevaient des courriers qui stipulaient qu'ils ne remplissaient pas les conditions pour devenir français. Et en fait, moi, quand je lis cette phrase, en fait, j'ai au départ une forme de colère et surtout un choc. Parce que voilà, j'avais passé des mois et des mois avec eux, ils m'avaient raconté leur histoire, je les ai enregistrés en me disant j'ai une mémoire vivante en fait en face de moi, peut-être qu'un jour il va falloir la transmettre, la retranscrire, l'écrire. Et du coup, de fil en aiguille, j'étais moi engagée déjà dans le milieu associatif, je me suis ensuite engagée dans le milieu politique. En fait, mon engagement politique, ça a été la suite logique de mon engagement associatif, mais vraiment le début de mon engagement, ça a été les émeutes notamment qui a eu lieu en banlieue en 2005, et ma rencontre avec eux surtout, parce que je me suis dit, je suis dans mon coin, je fais des démarches, je les accompagne, je fais des courriers, je sollicite des élus blancs pour m'aider à débroussailler en tout cas leur situation. Et je me suis dit, en fait, je ne peux pas rester dans cette situation. À un moment donné, on ne peut pas être dans la plainte et dans la complainte ou dans la victimisation. Il faut s'engager. Donc, je me suis engagée à leur côté. J'ai fait des courriers, j'ai écrit, j'ai tapé dans toutes les portes des administrations, les préfectures, les mairies. Je suis allée voir des élus, des députés. J'ai décidé de m'engager, en fait, politiquement parlant, pour cette cause. Et c'est ce rapport-là que j'ai avec eux. D'accord. Et est-ce que tu as senti en eux, avant de passer la parole à Loïc, est-ce que tu as senti en eux une forme d'amertume? Non, jamais. Jamais. Et en fait, c'est ça qui m'impressionne. C'est ça qui m'impressionne chez eux, c'est que déjà, ils ont cette force, ils sont extrêmement humbles.
Ils ont une sagesse qui est juste énorme et jamais d'amertume, en fait. Et c'est ça qui... Enfin, j'ai un des anciens qui, parfois, va se lâcher un peu et va dire un certain nombre de vérités qui peuvent parfois gêner, mais eux, jamais. Jamais. C'est-à-dire que quand je leur pose souvent la question, je leur dis Quelle vérité la vérité de dire que la France ne les a pas accompagnés comme il aurait fallu, la France les a abandonnés, la France ne les a pas reconnus comme il le fallait. Tout simplement parce qu'une fois qu'ils sont rentrés chez eux et qu'ils sont revenus, on a des hommes qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Ils sont allés voir les administrations françaises, ils sont allés voir l'État. Pourquoi la France les a abandonnés? Moi, c'est la question qui m'a... La France, c'est qu'une fois qu'il y a eu les indépendances, donc ils ont estimé que les indépendances ont lieu et qu'ils n'avaient plus à gérer la situation de ces anciens, même si ils avaient versé leur sang pour la France, même si pour certains, ils ont perdu leurs frères, leurs pères, leurs oncles. Eux, ils estimaient que ça y est. Nous, et aujourd'hui, maintenant la France, elle a traité tous les anciens de la même manière. Est-ce que les anciens blancs... Absolument pas. Mais c'est ça la question. Absolument pas. La réalité, c'est parce que c'était des nègres. Oui, déjà, non, bien sûr. C'est pas totalement des vrai. Noirs, mais non, absolument pas. Ils ont pas du tout eu le même traitement. Et je peux vous expliquer... Parce que moi, j'ai mon grand-père qui a fait Indochine, qui est noir, mais qui était dans l'armée française, et il a eu le même traitement que les gens de l'armée française. C'est plus une question de mais il nationalité. Était français. Oui, mais il était noir. C'est une question de nationalité plus que de couleur de peau. Moi, je pense pas. Un ancien combattant qui a la nationalité française, donc qui est français, touchait la même pension. S'il est noir, donc ton grand-père était noir. Enfin, il est noir. Oui, il est toujours en vie. Excuse-moi. Oui. Non, pas de problème. il est noir. Il a touché la même pension qu'un ancien combattant blanc. Oui, donc il y a une question déjà de nationalité. Après les indépendances, on a décidé de diviser par 3 ces pensions d'anciens combattants. C'est-à-dire qu'un ancien combattant issu des anciennes colonies ne touchait pas la même pension qu'un ancien combattant français. Ça, c'est la première des choses. Et il a fallu le film de Rachid Bouchareb, Indigène, pour qu'il y ait ce qu'on appelle une décristallisation des pensions. Donc, en 2007, tous les anciens combattants qui ont combattu pour la France ont eu la même pension que n'importe quel Et tu avais vu ce film? Oui, je l'ai vu. Et tu as vu également un Tirailleur? Oui, je l'ai même trop vu, mais je l'ai vu. Trop vu? Je l'ai vu à plusieurs reprises. Qu'as-tu pensé de Tirailleur? Alors, donc Tirailleur, film de Mathieu Vadepied avec Omar Sy, j'ai trouvé que c'était... déjà, c'est une fiction. Donc, il faut regarder ce film avec un regard de se dire qu'on voit une fiction. Donc, on a une histoire, notamment un père qui veut sauver son fils. On a quand même le volet historique qui est extrêmement... qui n'a pas été dénaturé. Et sur ça, je trouve que Mathieu Vadepied a bien travaillé dessus. Et surtout, on a un film qui retrace plusieurs pans de l'histoire de la Première Guerre mondiale au niveau des tirailleurs sénégalais. C'est-à-dire qu'on a le volet de l'enrôlement forcé, mais on a aussi des des tirailleurs dans ce film qui ont été désengagés volontaires. Et souvent, parfois, je trouve que dans la communauté, on a envie, pas de dénaturer l'histoire, mais de dire que tous les anciens ont été forcés. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une réalité, même s'il y a eu beaucoup d'enrôlements. Mais on a eu des engagés volontaires parce qu'on leur a promis aussi un certain nombre de choses, une pension, un salaire, une nationalité. Donc, on a eu ces engagés-là. Mais donc, du coup, le film, j'ai trouvé qu'il était plutôt bien amené sur ce volet-là. Et qu'est-ce que tu retiens de positif du film ? Déjà que ça va être un outil pédagogique qui va être utilisé pendant des années par les enseignants. Et rien que ça, c'est énorme. Et c'est un film aussi qui permet de remettre ou de transmettre une histoire qui n'est pas connue ou peu connue, et pas uniquement de la communauté. Là, je parle vraiment de l'ensemble des Français. Quand tu emploies le mot tirailleur ou soldat issu des colonies, très peu savent ce que c'est, très peu savent qu'on a des milliers d'hommes qui ont contribué, qui étaient là pendant la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, la guerre d'Indochine, et surtout qui ont libéré la Provence en 1944. Ça, on l'oublie. On a De Gaulle qui s'est assis autour de la table des négociations pendant la Seconde Guerre mondiale. On a eu 2 débarquements qui ont été importants, le débarquement de Normandie et le débarquement de Provence. Et le débarquement de Provence, c'est des Noirs et des Arabes. Et ça, on le mentionne quasiment jamais. Pourquoi? Donc, parce que ce sont des Noirs et des Arabes. Ça, c'est une réalité. Moi, la question que je me pose en permanence, parce qu'on dresse des constats et c'est très bien, pourquoi l'État français ne reconnaît pas la valeur de ces hommes et de ces femmes? Il faut dire les choses comme elles sont. Non, mais c'est clairement parce que, moi, je vais vous donner une anecdote très simple. C'est qu'en 2019,
ont commémoré le débarquement de Normandie, le 75e anniversaire du débarquement de Normandie et du débarquement de Provence. Donc c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, ces deux débarquements qui ont eu une importance énorme pour la France et qui a permis d'ailleurs de gagner ce conflit. Donc 2019, on commémore, on célèbre en grande pompe le débarquement de Normandie. Le débarquement de Normandie, c'est les troupes américaines, anglaises et françaises. Au moment où l'histoire a basculé. Au moment où l'histoire a basculé. Moi, dans mon petit coin, bon, je suis toujours avec mes histoires de tirailleurs, reconnaissance, droit, etc. Je me dis, forcément, débarquement de Provence, on va mettre la même énergie pour commémorer et célébrer ce débarquement. Donc j'appelle le ministère des Armées, je voulais savoir où allaient avoir lieu les commémorations, forcément dans le sud, parce que je voulais réserver ma petite maison de vacances et je me suis dit je vais réserver pas trop loin, comme ça j'assisterai en même temps aux commémorations. Et en fait, en passant ce coup de fil, on me dit bah non, rien n'est prévu. Ce qu'il faut savoir, le débarquement de Provence, c'est 235 000 combattants français, dont 90% issus des troupes coloniales, venus d'Algérie, du Sénégal, du Maroc, du Pacifique et des Antilles. Et là, on me dit, bah, madame, non, le président n'a pas prévu. Je dis, mais comment ça? Non, non, pas à ma connaissance, pas à ma connaissance. Ça, c'était il y a combien de temps? 2019. Donc, c'était il y a 3 ans, même pas, 2 ans et demi. Donc, moi, quand j'apprends ça, je me dis... Puis je leur dis, en fait, je me dis déjà, vous avez une personne qui appelle chez vous et qui vous alerte, entre guillemets. Je sais pas, les gars, réfléchissez à un moment donné, dites-vous, ah oui, il faut qu'on fasse quelque chose. Non. Ils sont restés dans le déni ou la condescendance? Dans leur médiocrité. Pas de déni, pas de condescendance, mais dans leur médiocrité. Donc du coup, ce faisant, ben, moi j'apprends ça, je rédige un texte et je fais une tribune que je publie dans Le Monde. Je fais signer 22 personnalités. Et le 5 juillet 2019, Emmanuel Macron organisait un événement à l'Élysée autour des diasporas avec le président du Ghana à l'époque. Donc je suis invitée, on me dit venez à cet événement, le président de la République répondra à votre tribune. Donc je suis sur place, 500 personnes à l'Élysée. Le président fait son discours, le président du Ghana fait son discours, et on nous dit c'est un échange avec les diasporas, mais peu de personnes peuvent prendre la parole. Et là, je me rends compte que le président a fait son discours et ne mentionne pas du tout ni la tribune, ni ce débarquement de Provence oublié. Et donc, du coup, on a la journaliste qui dit qui souhaite poser des questions. Donc moi, je fais des grands signes comme ça en disant je veux prendre la parole. Et donc là, j'interpelle publiquement le président de la République sur ce 75e anniversaire du débarquement de Provence oubliée. Et là, il s'engage à ce que les commémorations aient lieu. Donc, du coup, entre guillemets, je lui ai fait changer ses vacances. Il était à Brégançon. Il est venu le 15 août célébrer ce débarquement avec le président de l'époque, je crois que c'était le président Ouattara et Condé qui étaient là. Bon, c'était une belle cérémonie. Il a fait un super beau discours. Il a demandé au maire de nommer et renommer des rues pour rendre hommage aux soldats africains. Mais il a fallu interpeller. Tout ça pour vous dire que oui, parce que ce sont des Noirs et des Arabes, on a tendance parfois à oublier ce qu'a été l'apport des troupes coloniales pendant les différents conflits mondiaux. Mais moi, je reste une des personnes qui est engagée et dans le milieu associatif et politique et qui est aussi là pour rétablir une certaine vérité ou parfois un certain déni ou parfois de la méconnaissance. Moi, j'ai tendance à dire qu'il y a aussi une forte méconnaissance et qu'on est là aussi pour faire de la pédagogie et te dire que c'est important d'intégrer pleinement cette histoire dans le récit national français parce qu'elle fait partie de l'histoire de France. En tout cas, nous sommes vraiment ravis d'apprendre que tu as pu et su tordre la main de l'histoire par ton verbe, par ton intervention, par ta perspicacité. Maintenant, on va essayer d'avancer dans la réflexion en parlant non plus des tirailleurs, mais cette fois-ci de la mentalité tirailleur. Étant donné que là, tu évoques, je ne vais pas faire une question de genre, mais tu es une femme, les tirailleurs sont des hommes. Manifestement, il y a une sorte de vide en termes d'activisme sur ce terrain-là de la gente masculine. Comment est-ce que toi, tu observes la mentalité tirailleur aujourd'hui, qu'aujourd'hui on pourrait qualifier un peu de la mentalité N'Golo Kanté? C'est quoi pour toi la mentalité N'Golo Kanté, la mentalité tirailleur? Il sacrifie son corps pour une patrie à laquelle il voue un culte, la mère patrie,
tout en étant méprisant en retour. N'Golo Kanté, on l'adore, parce qu'il court, il se défonce sur le terrain, mais ce n'est pas un Pogba, ce n'est pas un Mbappé. Il n'ouvre pas fort la bouche, il n'a pas du swag, comme on dit, il se fait discret. Pour moi, c'est une question de personnalité. La personnalité, enfin, N'Golo Kanté, il est comme ça, c'est quelqu'un d'introverti, il bosse, il se tape avec ses collègues. Enfin, non, je ne parle pas de lui personnellement, je parle de la mentalité. Après, moi, je n'arrive pas à percevoir ce qu'est la mentalité tirailleur. D'accord. Toi, après, pour en suivre et les fréquenter, c'est vraiment une question de personnalité. Après, si ta question, c'est de dire est-ce que l'histoire coloniale ou l'histoire des tirailleurs, aujourd'hui, on a des héritages et on a du coup une jeune génération qui soit souffre de ces héritages ou soit parce qu'elle est issue de cette histoire a une mentalité de personnes qui donnent tout pour sa patrie mais qui en face n'a pas de reconnaissance, je dirais oui, aujourd'hui très clairement. Ceux qui sont issus de cette histoire, pour beaucoup, n'ont jamais parfois mis les pieds dans leur pays d'origine, mais sont confrontés malheureusement à une forme parfois de racisme et de discrimination latent, racisme à l'embauche, racisme quand tu cherches un appartement. C'est lié directement à cette histoire. C'est lié pour moi, c'est lié à l'histoire de l'esclavage. Il hoche la tête, mais on va débattre. Pour moi, en fait, on a les héritages de l'histoire de l'esclavage, de l'histoire de la colonisation qui sont encore extrêmement présents aujourd'hui en France. Et ça, on ne peut pas le nier et on ne peut pas l'occulter. D'accord. Maintenant, la question qui est de se poser, c'est qu'on doit se poser, je pense, et là c'est de manière collective, comment on fait pour combattre cette forme d'héritage. Une partie, pas toute, parce qu'on a aussi des héritages, je ne vais pas dire positifs parce qu'on va mal interpréter mes propos, oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a une double culture qui est là, et c'est aussi celle-ci que l'on utilise aujourd'hui et qui fait notre force. Mais par contre, sur les aspects difficiles de la société française aujourd'hui, et là je parle clairement du racisme et des discriminations, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ? Très bien. Et cela fait plus de 15 ans aujourd'hui que tu mènes ce combat, presque 20. Quel changement as-tu constaté depuis que tu es dans l'arène, si je puis dire ? Pas beaucoup, très peu, parce que, c'est pas une priorité pour l'État français, clairement. Ils ne considèrent pas que c'est une politique publique, même s'il y a eu des changements. Alors là, on parle de l'histoire des tirailleurs. On pourrait parler de l'histoire de l'esclavage, où il y a eu quand même beaucoup de changements avec la loi Taubira, avec la création de... Ils l'ont vidé de sa substance, la loi Taubira. Ils l'ont vidé, mais... C'est un trompe-l'œil, la loi Taubira. Arrêtez de mentir aux gens. C'est un trompe-l'œil. Il n'y a pas eu d'indemnisation. Il n'y a pas eu de réparation sur le terrain foncier. Il n'y a pas de réparation sur le terrain financier. C'est juste pour calmer les Noirs. La loi, c'est pas ce qu'elle dit. C'est ce qui était prévu initialement. L'article 1, elle a été vidée de sa histoire à l'école. Mais l'enseignement sans réparation, à quoi ça sert ? C'est extrêmement important d'enseigner cette histoire à cette jeune génération. Pas de problème. D'autres communautés qui ont été indemnisées, qui ont été réparées. Oui. Nous, on est content d'avoir. Non, on n'est pas content. On est content à chaque fois juste parce qu'on a une ligne d'histoire. Et on ne se dit pas, à un moment donné, il y a des gens qui ont fait des milliards sur notre communauté. Mais bien sûr que si, on le dit. L'un n'empêche pas l'autre. Mais pour moi, enseigner cette histoire à l'école, c'est extrêmement important. Pourquoi l'enseigner ? Parce que déjà, au-delà, je ne parle même pas de la communauté, je parle de n'importe quel enfant français ici en France, ou n'importe quel Français. On doit connaître l'histoire de France. Pourquoi on enseignerait plus l'histoire de Napoléon ou de Louis XIV et pas de cette histoire ? Alors que c'est l'histoire de France. Mais moi, je n'ai pas dit ça, moi. J'ai pas dit ça. Mon propos, c'est de dire... Mais c'est déjà une première forme de réparation. Religieusement depuis 15 minutes, je n'ai même pas encore pris la parole sur une phrase. Ok, je te laisse parler, pardon. Parce que le problème, ce n'est pas de ne pas enseigner l'histoire. Il faut l'enseigner, l'histoire. Mais déjà, comment elle est enseignée ? Oui. Mais c'est ça. Parce qu'à un moment donné, à un moment donné, quand on enseigne l'histoire de l'esclavage en France, on ne l'enseigne pas en disant la vérité. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, on dit que... Qu'est-ce qu'on cache ? Non, mais on cache le poids considérable de la manne financière qui a été générée par l'esclavage. Ah oui, mais... On le cache. Sur ça, on est d'accord. On ne dit même pas aux gens que l'Élysée appartenait à un négrier. Sinon, les gens ne sont même pas au courant, le français moyen n'est pas au courant que le palais de l'Élysée appartenait à un négrier. Mais pourtant, il y a eu des articles. À la France ensuite. Mais après, on ne peut pas... Donc la France, quand elle dit qu'elle va parler d'esclavage, dans ce cas-là, parle-en bien. Explique comment Bordeaux, Nantes, Paris s'est enrichi sur le dos des Africains. L'argent qui a été généré par ces traites. Les grandes familles qui ont pris beaucoup d'argent. À ce moment-là, je te prends en sérieux. Mais tu mets une ligne
2 lignes où tu me parles du train. Non, mais quand tu dis je finis, une mais je ligne. finis. Je finis, j'écoute, moi, je finis. Tu me mets 1 ligne, 2 lignes où tu me parles juste du commerce triangulaire. Tu me dis pas à quel point ça t'a rapporté de l'argent. Tu me dis pas à quel point mon peuple a été dépecé. Et en fait, tu te moques de moi. Et en plus, tu me répares pas. Donc, tu fais une commémoration le 10 mai. Tout le monde s'en fout. Mais tout le monde s'en fout. Tu me donnes pas un billet, tu me donnes pas un terrain. Et tu veux qu'après, à la fin, moi, je suis en face de toi, je suis content. Et que je fasse un sourire à N'Golo Kanté. Moi, c'est pas du tout mon propos. Non, mais moi, mon propos, c'est de dire ça. C'est qu'à un moment donné, moi, j'ai une solution pour qu'on se répare. Réparons-nous nous-mêmes. J'attends rien de la France. Je le dis, je pèse mes mots. J'attends rien du système français. Je me débrouille moi-même. Je m'organise avec le mien. Je prends mon argent. Je prends les femmes et les hommes qui sont volontaires. Et on se répare, on se fait du bien. Ne rien attendre du système. Et tu le fais concrètement, ça se concrétise comment? Là, Parce que, là, franchement, et où, là on peut dire. Là, concrètement, là. Oui, mais tu le fais ici. Oui, et au bled aussi. Mais tu le fais ici. Donc, dans tous les cas. Je le fais partout où je suis. T'es de quelle origine? Moi, je suis français, d'origine congolaise. D'accord. Mais justement, je me permets, je m'infiltre dans Là, votre c'est une échange. réparation. Ce que tu vois ici, les funérailles des tabous, c'est une réparation. Nous nous réparons. Et enseigner, c'est réparer. Je m'inf- Commémorer, c'est réparer. Enseigner, aussi. c'est une réparer forme- quand tu dis c'est les une choses forme comme de elles sont. réparation. Mais Sinon, ça, c'est juste ça histoire l'est d'avoir- aussi. Non, c'est histoire d'avoir bonne conscience. Non, En France, moi je suis quand pas on enseigne d'accord. l'esclavage, c'est pour avoir bonne Moi, conscience. quand je fais le tour de l'école, quand je fais le tour des écoles et que je parle de cette histoire, pour moi, c'est une forme de réparation. Là où il n'y a pas de réparation, parce que là, tu dis, on répare entre nous. Ouais. Là où il n'y a pas de réparation, c'est que ça devrait être une politique publique. Mais ils le font quand jamais. Quand tu dis que tu attends rien, et oui, mais si tu es dans le, si t'es défaitiste à Je chaque suis pas fois. défaitiste. Bah, Attention, si. non, je te laisse pas dire ça. Non, Pour non. moi, c'est Non, une forme je suis de. pas dans l'attente par rapport à l'État français. Oui, voilà. Je ne permets ne pas de dire que je suis défaitiste. Mais est-ce que, Moi, est-ce que ça j'entreprends- veut dire qu'on ne doit pas se battre pour que Mais on le fait, justement. nous. Oui, mais à quel niveau? Ça reste dans un écosystème. Mais c'est très bien. Alors, est-ce que Ça je reste peux dans me un- permettre ça reste, de N'est-ce pas Pardon. recouverte d'énergie quelque Voilà. part? Est-ce que je peux me permettre de Un poser peu, la question mais de on arrive quand la même question de fond qui semble vous diviser? Non, on Est-ce peut que- pas diviser, qui parce que semble. je suis d'accord avec lui. Est-ce que la communauté afro appartient à la communauté nationale? Auquel cas, effectivement, c'est à l'État de livrer, comme le font les Américains avec le Black History Month, eh bien de livrer cette part obscure de l'histoire et du rôle de la France sur les communautés afro. Ou alors, est-ce que la communauté afro n'appartient pas à la France, et auquel cas, c'est à elle d'être autodéterminante et de prendre en main son destin, comme tu l'as fait, en se retroussant les manches, en lisant et en prenant le soin de transmettre, comme le font d'autres communautés. Mais si on appartenait clairement, de manière digne et respectueuse à la communauté française, on n'aurait pas à demander la revalorisation de nos anciens, on n'aurait pas à demander une réparation par rapport aux sévices et à la catastrophe qu'est l'esclavage. On ne nous le donne pas, ça. On ne nous le donne pas. On nous donne un ballon et un micro. Et on est content. Réparons-nous nous-mêmes. En attendant, on est là. Prenons nos Tu es destins. d'accord avec ça? Prenons nos destins, travaillons pour moi- nous-mêmes, par nous-mêmes. Pour moi, Sortons l'un de la n'empêche pas l'autre. victimisation. L'un Pour n'empêche moi, pas l'un l'autre. n'empêche pas l'autre, en fait. Et Moi, je ne vais pas à l'Élysée demander est-ce que Macron il me donne un billet. N'est-ce pas ton Élysée quelque part? Qu'est-ce Ah, qui mais moi, définit j'estime l'appartenance que- à une nation? J'estime que cette histoire, elle doit pas être enseignée uniquement à la communauté afro. Et c'est là où, pour le coup, on peut avoir une divergence. Moi, je pense que c'est une histoire de France et qu'elle doit être enseignée à l'ensemble des Français. Après, nous, on a un rôle à jouer quand on est militant associatif, quand on a une émission comme celle-ci, ou quand on est engagé en politique. Notre rôle aussi, c'est de se dire de quelle manière on se bat pour que, justement, on ait ces formes de réparation. Mais j'estime que on n'a pas à l'enseigner uniquement qu'à la communauté afro. Moi, j'ai pas dit ça. Parce que ça permet, le fait d'être issu de cette histoire, ça permet aussi d'avoir des arguments et de se défendre face à des personnes parfois qui peuvent avoir des propos racistes et qui te disent, toi, tu n'es pas français. Moi, que tu le veuilles ou non, je suis là. Mes parents sont venus, mon père a reconstruit une partie de la France, je suis née en France, mes enfants sont nés en France, je suis là. Après, chacun fait ses choix. Tu veux vivre au pays, tant mieux, tu veux vivre ici, mais comment tu fais pour que, en tout cas, ta vie... que tu puisses avoir une vie en fait juste digne et décente en fait. Mais c'est pas quémander, c'est juste un droit. Je suis là, c'est mon droit en D'accord, fait. je vais te répondre. Celui qui traite l'autre de façon, on va dire, négative, qui fait preuve de racisme à l'endroit. En général, il est à l'école. Il est allé à l'école Oui, de la oui, oui, République. bien sûr, Il est à bien l'école sûr. de la République, Oui. il est éduqué, parfois il est très diplômé. Tu as des mecs à droite qui ont lu beaucoup de bouquins, qui sont remplis de diplômes. Tout à Ça ne les empêche pas de sortir des immondices sur les Noirs, les Arabes, sur l'islam, sur les minorités, alors qu'ils sont remplis d'une éducation. Mais quelle est l'éducation?
C'est ça que je dis tout le temps. Et c'est pour Parce ça que qu'à un moment donné, même un mec Mmh. comme François Fillon qui a fait les grandes écoles te dit qu'il y a eu des vertus pendant la colonisation. Mais Il t'a dit qu'il y a eu pour les moi, ces effets gens-là positifs. ces gens-là Donc, étaient mal éduqués. oui, mais c'est pour ça que je te dis qu'à un moment donné, moi, mon travail, moi, je te dis, moi, j'ai 30 000 jours sur Terre, moi. Mon temps, il est compté. Mon travail, c'est pas d'aller éduquer des gens qui pensent qu'ils le sont, alors qu'ils ne le sont pas. Mon travail, c'est de me réparer et de montrer une certaine puissance. Après, chacun fait ce qu'il a à faire. Mais l'un ne va pas sans Moi, l'autre, aller pour moi. rééduquer François Fillon et les autres, ça ne m'intéresse pas. Ben moi, je pense que si, Ça ne m'intéresse parce pas. parce qu'on a des gens, qu'on le veuille ou non, nous, on a cet engagement. Mais qu'on le veuille ou non, on a une partie de la communauté qui ne partira jamais et qui sera là. Notre rôle aussi à nous, c'est de leur faciliter les choses. Mais si on la rend puissance Et si- économiquement, et si- je crois qu'on ne va pas la faciliter les choses. Je crois que c'est par rapport à l'histoire qu'on va se faire respecter. Ouais, mais là, toi, tu es hyper utopique en pensant que Moi, je suis hyper tout le monde partira ou vivra dans un monde économiquement... Ça, moi. Mais si, c'est parce que Je tu dis si. dis qu'aujourd'hui, c'est la communauté noire. Mon propos, il est très simple et j'espère qu'il sera répété un maximum de fois. Si la communauté noire n'est pas prise au sérieux en France, c'est parce qu'économiquement, elle ne pèse pas. Oui, Pas mais ça, l'histoire. mais ça, on est d'accord. Donc, moi, mon problème, il est d'abord économique. Oui, sur ça, L'histoire, on est c'est la cerise d'accord. sous le gâteau. Ça, sur ça, on est Voilà. d'accord. Donc, prenons-nous en main, devenons une puissance économique, arrêtons d'enrichir les autres, commençons par Sur nous ça, enrichir on est- nous-mêmes, sur et ça, à ce on est moment-là, on d'accord. verra après pour, ouais, François Fillon, viens, on va te rééduquer, on va t'apprendre ce que c'est que les vices Mais on peut et les faire- on peut catastrophes faire de les deux. l'esclavage et de la colonisation. Mais moi, j'ai pas le temps de le rééduquer aujourd'hui, là. Je suis en train de bâtir un empire, j'ai pas le temps pour ça. En gros, ce qui vient d'être dit, si je comprends bien, pour résumer, avant de rebondir sur une question, c'est là où, Aïssata, tu estimes qu'il est nécessaire de participer à une sorte de déconstruction du racisme en combattant pied à pied. Maître Beko semble mettre en avant l'idée que le raciste a besoin, surtout en France, de se sentir supérieur pour exister. C'est la construction coloniale qui le veut. C'est-à-dire un François Fillon, un Éric Zemmour ont besoin de se dire blanc, par conséquent supérieur. Sinon, s'ils n'ont pas cette idée-là, c'est-à-dire d'avoir dans leur imaginaire un noir et donc inférieur, sinon leur raison d'être se perd. Donc toi, tu auras beau venir avec ta bonne intention. Non, ces gens-là, un Zemmour, tu ne le changeras pas. Tu ne peux pas le changer, c'est même impossible. Moi, je me battrai pas contre ces gens-là. Mais mon objectif aujourd'hui, c'est de dire que plus tôt et plus jeune on enseigne toute l'histoire de France, c'est-à-dire de prendre en compte toutes les composantes de l'histoire de France, donc celle-ci aussi, l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la colonisation, aussi tragique qu'elle puisse être, et être enseignée comme il se faut. Ça, je suis d'accord. Ils le feront pas. Si on le fait tôt, ça permet quand même de... Mais donc, ça supposerait de déboulonner la statue mais de les De Gaulle. Zemmour, Ça supposerait de déboulonner la statue de De Gaulle. Ça suppose beaucoup de choses. Colbert. Moi, personnellement, qu'il pourrait aller je ne jusque-là suis pas pour le déboulonnage des statues. Moi, je pense Moi non plus. je pense que... Alors, il y a plusieurs manières de traiter la question des statues. On laisse les statues, mais on raconte réellement toute l'histoire. Est-ce que tu as vu une C'est-à-dire statue de Hitler en Allemagne? Non. De Gaulle, c'est le Hitler. Mais Non, attention, attends. Vas-y. Je rebondis. Moi, je suis comme la sœur. C'est-à-dire que par rapport aux statues, sur le territoire hexagonal, on ne les touche pas. C'est partie de l'histoire de France. Ma question est... Attends, écoute mon raisonnement, tu vas comprendre mon raisonnement. Et je pense que tu seras d'accord avec moi. L'histoire des statues, on ne touche pas aux statues de l'histoire de France, sur le territoire hexagonal. Par contre, au niveau des Antilles, du continent africain, toute statue qui renvoie en colon, il faut la casser, il faut la briser. Je négocie pas là-dessus. Et le nom des rues. Pareil pour les noms des rues. Sur le territoire hexagonal, on ne fait rien. En Afrique aussi. Sur le territoire hexagonal, on ne fait rien. Mais aux Antilles, en Afrique, j'appelle à massacrer ces statues, à les détruire. Pourquoi? Parce qu'elles nous renvoient un complexe d'infériorité. Elles nous rabaissent mentalement et psychologiquement. Donc j'invite un maximum d'hommes et de femmes à saboter ces statues dans les territoires dits dits africains. Oui, mais si on revient... Après, en hexagone, vous faites ce que vous voulez, on fait rien. Ouais, mais si on revient à la logique de tout à l'heure, la communauté afro fait partie de la communauté nationale. Donc Moussa, qui habite dans le 93 et qu'on l'en amène à l'Assemblée nationale, qui tombe dans la statue de Colbert, C'est pas grave. alors que la veille, on lui a appris que Colbert... Il faut expliquer. Donc selon Il faut vous, expliquer. en Allemagne, c'est important. il aurait été normal
qu'il y ait des statues d'Hitler. Non, Non, moi, c'est pas ça. C'est Mais pas les mêmes. c'est pas la même chose. C'est pas la même Ah bon Parce que Enfin, on peut pas comparer une histoire à une autre. C'est pas la même chose. chose. C'est vrai tu Et dois, après, tu dois au niveau garder, des statues, il y a plein d'autres. Tu dois garder les statues en France. Il y a tu les d'autres touches pas. leviers. Il y a des musées. Ok, Il y a. touche pas. enfin, Ok. Par contre, Alors- au bled, tu mets le feu. Ok. Si tu mets pas le feu, t'es un lâche. Ok. Alors, autre question. Aïssata en particulier. Est-ce que. Alors, le triptyque, le républicain, liberté, égalité, fraternité. Avec le fait que tu aies maintenant un regard à l'intérieur du système. Et pas uniquement de l'extérieur, tu vois la vitrine. Est-ce que tu considères que ce triptyque constitue un chantier en construction? Ou alors, est-ce que tu y vois un chèque en bois? Ben, en construction, je pense qu'il peut toujours être en construction. Un chèque en bois, oui, parce que quand tu vois les inégalités territoriales, notamment entre l'Hexagone et les Antilles, il n'y a pas d'égalité réelle, très clairement. Donc, ce sont des territoires français et aujourd'hui, quand on voit les conditions dans lesquelles ils vivent, il faut aller à Mayotte, il faut aller en Guyane, et puis même les prix exorbitants en Guadeloupe, en Martinique, il n'y a pas d'égalité, clairement. Et du coup, c'est, je pense, un chantier en construction, parce que moi, je suis quelqu'un plutôt d'optimiste et je me dis que les choses peuvent changer, évoluer. Mais un chèque en bois, oui, parce que tant qu'on n'aura pas une réelle égalité de l'ensemble des territoires, quand on n'aura pas une réelle égalité avec l'ensemble des Français, ben, on peut pas parler d'égalité réelle. Ça, clairement pas. C'est pas possible. Moi, je vais paraphraser Despourrouti qui disait, je cite, « L'égalité des droits, une grosse escroquerie. Quand les petits se rendront compte, ils feront des dingueries. » Moi, je souscris à 200% à cette réalité. Moi, je ne crois pas en cette réalité. Okay. Parce que quand tu as des communautés qui sont plus souvent victimes de discrimination à l'embauche, de discrimination pour obtenir un logement, de contrôle aux faciès, c'est qu'il y a déjà un problème. Donc déjà, je n'y crois pas. Après, c'est pas pour autant que je dis pas qu'il faut se battre. Je dis qu'il faut se prendre en main. Je dis qu'il ne faut pas attendre des pouvoirs publics. Il faut être proactif, il faut s'organiser en association, en collectif, en société, se prendre en main avec des personnes qui nous ressemblent et créer de la valeur, créer de l'argent, créer de l'emploi pour des personnes qui sont susceptibles de t'apprécier comme tu es, de ne pas se dire « Ah, c'est une femme voilée, ah, c'est un homme noir, ah, c'est un homme jaune ». Non, tu es compétent, on bosse ensemble. C'est pas grave, tu n'as pas l'emploi que tu veux à la mairie, tu n'as pas l'emploi que tu veux au département. Moi, je te donne ta chance, viens, tu bosses avec moi. Et c'est comme ça qu'on devient une puissance économique et qu'on ne se soucie pas du regard des autres. Le problème de chez nous, c'est qu'on veut être validé par le système. On veut que le mec qui a la boîte de nuit qui est hype nous laisse rentrer. On veut que le mec qui a le restaurant nous laisse rentrer. On veut que le mec qui soit en poste dans telle entreprise, coté en bourse, nous laisse rentrer. Arrêtons. Ils ne veulent pas de nous, c'est pas grave. On s'organise, on se prend en main. Mais aller à chaque fois dépenser une énergie folle pour rentrer dans un restaurant alors qu'on ne veut pas de toi, pour rentrer dans une boîte de nuit alors qu'on ne veut pas de toi. Elle est là, la mentalité du petit nègre. Le petit nègre, c'est le syndrome de Stockholm. Donc c'est la mentalité de tirailleur. C'est la mentalité du tirailleur, c'est je veux me dévouer à toi alors que tu ne veux pas de moi. La femme battue, elle est tabassée matin, midi, soir comme un antibiotique et elle veut quand même rester avec lui, elle ne veut pas divorcer parce qu'elle a le sentiment que c'est son paroxysme sentimental. Mais sortons de cette logique-là. Telle énergie qu'on déploie là, quand on va manifester, quand on va devant l'Assemblée, c'est une énergie que tu as en moins pour créer une activité. C'est une énergie que tu as en moins pour rassembler des femmes et des hommes sur un plateau, parce que cette vidéo elle va être vue. Hein. Moi, je ne suis pas venu pour rien du tout là. Je sais qu'elle va être vue. Il y a des petites et des petits qui vont comprendre qu'à un moment donné, les gars, venons, on s'organise. Ça va débloquer des cerveaux. Dans une bibliothèque notamment. Frère Loïc. Tu es pour, d'ailleurs vous êtes plutôt pour développer un système dans le système ou développer notre système et notre organisation ailleurs? Non, dans le système, comme certaines communautés. Regarde la communauté pour chinoise. imposer quelque part un Regarde la respect. communauté chinoise. Tu prends la communauté chinoise. Ils sont arrivés, comme dirait le frère Hamzat, les fourmis ne font pas de bruit. Ils sont arrivés, frérot, ils n'ont pas parlé. Ils ont récupéré le 13e arrondissement. C'est écrit en mandarin, c'est écrit en chinois dans le 13e arrondissement. Que tu les aimes ou tu les aimes pas, ils ne sont pas là pour être aimés, frère. Ils sont là pour devenir une puissance économique. Inspirons-nous des Chinois. Mais tu vois, Pas là, de tu parles d'une victimisation, communauté. pas de pleurniche, pas de demander telle ou telle chose. Ils ne demandent pas, ils prennent. Mais si tu veux être puissant dans le système, quelle est la finalité de tout ça au final? Pour vivre heureux avec les tiens. Seulement avec les tiens, pas dans le système, donc avec mais les autres. Le système te contrôle 20 fois dans la journée. Moi, Oui, mais si tu gros, moi, deviens je suis puissant, avocat si tu deviens puissant non, dans mais ce t'as pas système, compris, frérot. T'as pas compris. qu'est-ce que j'ai pas compris? En fait, t'as pas compris. C'est pas parce qu'à un moment donné, tu vis avec les tiens que t'es fermé aux autres. C'est pas ce que je te dis. Hein.
L'amour des siens, c'est pas la haine des autres. C'est pas mon propos. Mon propos, c'est de dire, organisons-nous, structurons-nous, comme les Chinois, et après, si on doit faire des mariages mixtes, si éventuellement on doit faire des business avec les autres, on le fera, frère. Et donc le but, c'est d'aimer vivre dans le système au final. Mais on est obligé d'être dans le système. C'est pas la question de pas être dans le système. La question, c'est... Non, dans parce le que système- tu dis quelque part qu'on doit arrêter de vouloir être aimé par le système. Mais Et je t'ai c'est donné- notre système. Je t'ai donné des exemples. Pourquoi on a autant de gens qui veulent devenir fonctionnaires chez nous? Parce qu'ils ont envie d'intégrer le système. Non, c'est un conditionnement. En fait, le fonctionnaire, c'est rien d'autre, dans sa globalité, une mentalité de je prends pas les choses en main, j'attends. Mais là, tu fais une Attends, généralité de la pas de communauté. généralité. Attends, je finis. Le fonctionnaire, c'est n'importe quel Français lambda. non, peut être non, fonctionnaire. non, Enfin, non. on Il y a des beaucoup de... communautés. Attends, il y a des communautés qu'on retrouve en nombre dans des professions dites libérales. Je prends l'exemple de la communauté juive. Beaucoup de médecins, beaucoup de dentistes, beaucoup d'avocats. C'est le fruit du hasard, tu penses? C'est parce qu'à une époque, ils avaient interdiction d'être fonctionnaires. Donc, ils ont dû développer une puissance à côté, notamment dans la banque. Et du coup, ils ont développé quoi? Des compétences et une force économique. Ils ne sont pas plus nombreux que nous. Hein. Nous, on a été habitués à être dans le fonctionnariat. C'est une éducation qu'on nous a inculquée, frère. On ne voulait pas qu'on devienne puissant. On ne pouvait pas avoir nos banques. On ne pouvait pas avoir nos avocats. On ne pouvait pas avoir nos médecins. On était dépendants des autres. On n'avait même pas Et le- aujourd'hui, encore aujourd'hui, on veut orienter massivement les petits frères vers ce genre de comportement. Et il faut sortir de ça, frère. Et on n'avait même pas le droit de lire. Il faut toujours Il le faut rappeler. sortir de ça. À un moment donné, notre rôle, moi, mon rôle aujourd'hui, quand j'investis du temps, de l'énergie et de l'argent, c'est de dire aux gens, c'est fini. On se prend en main, on n'a plus d'excuses. On a des notaires, on a des dentistes, on a des médecins, on a des avocats qu'on va mettre en valeur, on va travailler avec eux. D'abord, allez donner votre argent, c'est chez personne là. Il n'y aura pas de racisme, il n'y aura pas de discrimination. Mais nous, on est là, on veut être validé, on va frapper aux portes du département, aux portes de l'Élysée. S'il vous plaît, faites un événement pour nous, organisez un truc. Il y a nos anciens, ils sont dans des foyers avec des cafards derrière, par terre. Mais nous, on a fait quoi pour nos propres Je anciens? suis d'accord avec Mais l'idée. qui s'est battu pour eux à ce niveau-là? C'est ce que je t'ai dit, nous-mêmes, en tant que petit enfant. Et en plus, C'est ce quand qu'on a tu fait. parles, mais en plus, quand tu parles de la communauté, tu parles de la communauté afro, mais je t'ai pas entendu une seule fois évoquer déjà les problèmes qu'il y a au sein de notre propre communauté. plusieurs Parce que fois. tu parles, tu vois, tu parles de, pas les épisodes, quand tu cites, Plusieurs fois, on parlait de problèmes. tu vois, tu cites les Chinois, donc voilà, c'est des Chinois. Là, tu parles de la communauté afro dans sa globalité, et déjà rien qu'entre nous, il y a quand même de gros soucis et de gros problèmes. On passe Il y a notre temps. pas, il y a pas de solidarité, il y a pas de. Après, c'est vrai qu'on est là tous. Enfin, en tout cas, j'ai vu pas mal de vos vidéos et j'ai suivi pas mal de choses sur le fait qu'il faut consommer afro, il faut aller chez le... Et on le fait tout le temps, moi je le fais tout le temps. Voilà. Mais à un moment donné, quand tu dis organisons-nous, déjà faisons en sorte qu'entre nous, on arrive à apaiser un certain nombre de choses. C'est ce qu'on est en train de faire. Hein. Et Et combattons je pense notre que le médiocrité. déclic peut aussi venir C'est- des personnes qui sont fonctionnaires. Ils représentent Contre une les puissance. guerres C'est éthiques, juste la etc. direction de ce qu'ils font. On doit arrêter d'être attentiste. Ça, je suis d'accord. Bah, Mais moi, je dis On pas doit qu'il ne faut pas arrêter fonctionner. Attendez. Les personnes Attendez, attendent. Enfin, ici, attendez, mon de la propos, tâche. attendez, qu'il n'y ait pas de malentendu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être fonctionnaire. Il en faut. Et c'est bien si certaines personnes veulent l'être. Je dis que quand il y a un surnombre de notre communauté dans des professions, il faut l'analyser. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu vois qu'il y a un vide, quand tu vois d'autres communautés qui ne vont pas dans ces professions, il faut l'analyser aussi. Il faut se dire pourquoi d'autres communautés ne viennent pas en masse. En gros, pourquoi on est par exemple autant de footballeurs et aussi peu écrivains ou journalistes? Voilà, il faut Alors, l'interroger. Moi, je vais vous poser une question en parlant des messages. Aussi peu. Si une machine à remonter le temps se présentait devant nous, et l'un comme l'autre, vous atterrissiez au moment où les colons sont venus solliciter ou forcer certains de nos ancêtres à prendre les armes pour aller défendre la mère patrie. Quel aurait été votre message? N'y allez pas. Moi, je pense que j'aurais été emprisonnée. Hein. Moi, j'ai dit n'y allez pas, frère. D'accord. N'y allez pas. Préférez la mort Mais la mort bah. en fois. Ok. La patrie ou la mort, comme disait l'autre. N'y allez pas. Ça se négocie pas. Après, c'est un Vivre rapport libre à ou soi. mourir. C'est un rapport à soi, c'est un rapport à sa dignité, c'est un rapport à son attachement viscéral qu'est la liberté, tu vois. Moi, je dis qu'on négocie pas avec la liberté. Du coup, quand on te propose une carotte, parce que c'est vraiment une carotte, c'est-à-dire que tu as des gens quand même qui ont eu interdiction de déambuler sur les Champs-Élysées. Hein. Ah oui, il faut le préciser. Tu vois, les types ont donné de leur vie, ont donné de leurs jambes, ont donné... Tu vois, d'habitude, ils disent « Ouais, j'ai laissé un bras », c'est une expression. Là, c'est la réalité, frère. C'est de la réalité.
Et on leur dit, les Champs-Élysées, c'est pas pour vous. Après, on n'était pas dans ce contexte-là. Donc, moi, personnellement, je ne juge pas et je ne jugerai pas. Non, mais je pense que je fais partie, fiction, voilà, des gens qui feraient partie de la résistance, ouais, clairement. Donc non, il y a Et une ingratitude. beaucoup ont résisté. Il y a une ingratitude de l'État On ne français. dit pas assez d'ailleurs. Ouais, on parle très peu des résistants Ouais. et des résistantes, mais il y en a eu beaucoup. C'est normal, on raconte pas notre histoire. Beaucoup. Mais tu crois que celui qui a fixé le livre chez Ferdinand Nantan, il va raconter qu'il y avait des hommes et des femmes valeureuses qui ont résisté, qui ont lutté. C'est à nous de le raconter, c'est pas eux. L'avantage qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup plus et en tout cas, il y a beaucoup d'œuvres, d'écrits sur les réseaux, etc. Très bonne chose, il en faut encore plus. Et c'est à nous d'aller aussi les chercher. Très bien. Et avant de conclure, une dernière question avant la dernière petite batterie de questions rapides. Que pensez-vous, on a commencé par lui, on va achever par lui, que pensez-vous, pardonnez-moi, de l'évolution d'Omar Sy? Moi, je suis très heureux. Le frère, il commence à faire plus de preuves d'autorité, d'affirmation de soi. Je suis très, très heureux de cette amélioration visible. Parce que peut-être qu'il l'avait déjà en coulisses, mais là, c'est devenu public. Donc, il y a une certaine virilité, une certaine puissance qui émane du frère. Je suis très, très heureux. Sachant que, à la base, j'attends rien de lui. Parce qu'il n'a pas de dette à l'endroit de la communauté noire. Il ne faut pas commencer à le faire passer pour ce qu'il n'est pas. C'est un artiste, c'est un humoriste. Mais Mais lui, il nous a fait un peu de mal. En Non, tant qu'image, non. avec Fred. non, pour moi, il ne nous a pas fait de mal parce qu'on ne doit rien attendre de lui. C'est-à-dire que, en fait, c'est juste un artiste qui est médiatisé. C'est pas un politique, c'est pas un responsable étatique, c'est un artiste qui a une visibilité importante. Après, il y a des gens qui ont des attentes par rapport à lui qui, selon moi, sont disproportionnées. Ok. Mais si aujourd'hui, il prend conscience qu'avec son aura, avec son argent, avec sa visibilité, il peut mettre le doigt sur des sujets importants et éveiller les consciences, et gloire t'en soit rendue, frère. Et sans haine, il faut voir le film, il faut préciser. Gloire Ailleurs, il n'y a soit pas rendue. une seule goutte de haine. Gloire t'en soit rendue et que vraiment, que Dieu le facilite, il lui donne encore plus. Ok. Bah, moi aussi, je trouve qu'il n'a aujourd'hui rien à prouver à personne. Je comprends son cheminement. Je comprends le fait qu'il n'ait pas pu peut-être prendre la parole ou s'engager sur des sujets à l'époque parce qu'il était aussi en train de construire sa carrière et que c'est un artiste, c'est un comédien. Et donc, on ne peut pas lui en vouloir pour ça. Et je respecte le fait aussi aujourd'hui que parce qu'il n'a rien à prouver à personne, il prend des positions nobles, légitimes et que ça fait du bien à la communauté, très clairement. Oui. Et il Moi, a j'ai su... même entendu dire qu'il y avait un film sur Thomas Sankara qui se préparait. Ah oui, avec lui? Ah, vraiment, il ne s'arrête pas. C'est ce qu'on m'a dit. On n'est pas au bout de notre surprise. C'est Merci ce qu'on m'a Omar. dit, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit qu'il y avait un film sur Thomas Sankara qui se préparait. Après, je ne sais pas Ok. si c'est vrai ou pas. Ok, je suis curieux de savoir qui va jouer Blaise Compaoré. Enfin bon, alors en guise de cerise sur le gâteau, cher Aïssata, pareil, une petite innovation. Je vais te poser 3-4 petites questions en attendant de toi des réponses assez rapides. Tu le veux bien? Je suis le cobaye, du coup. Non, innove. Qui est à l'honneur. Tu as l'honneur. Tu as On l'honneur. valorise une belle Voilà. femme. Je Voilà, tu vois, quand plaisante, on je prend le temps de valoriser les belles Je femmes. plaisante, ah là là. Cobaye. Je détends l'atmosphère, les gars, tranquille. Ok. Allez, on y va. Alors, C'est parti. j'aime la France, en revanche. En revanche, j'aime la France. En revanche, pas assez d'égalité, donc faisons en sorte qu'il y ait de l'égalité pour tous. D'accord. Mandela fut un grand homme, par contre. Par contre, c'est pas mon grand homme. Le pardon est le vaccin contre la haine, néanmoins. Néanmoins, je n'oublie pas. Une maison sans livre, c'est... Un crime contre l'humanité. Une maison sans connaissance. Très bien. Est-ce que tu as un tabou concernant la communauté que tu souhaiterais qu'on soulève lors d'une prochaine émission? Alors, j'ai pas vu toutes les émissions, donc j'ai pas envie de parler d'un tabou alors que vous l'avez évoqué. Et j'ai pas envie que le frère me dise bah, t'arrives qu'à regarder les émissions. Mais tais-toi. Mais s'il y a un tabou qu'on pourrait évoquer, peut-être les questions sur l'excision, Ok. parce Arrive. que Ça arrive. un drame. c'est des drames qui existent encore aujourd'hui. On en parle très peu et on a beaucoup de gens de la communauté qui vivent ici et qui l'ont vécu, qui l'ont subi, et on en parle très peu ou pas du tout. Et ça a des conséquences encore aujourd'hui, donc voilà. Non, non, Ok. bon. Et petite question, qui aimerais-tu voir autour de ce plateau des funérailles des tabous? Fatou Birama. On va Fatou inviter. Birama. Très bien, on va l'inviter. J'aimerais bien la voir. On va l'inviter. Elle a beaucoup de choses à dire. On va- Et, on va- et évidemment, le dernier message adressé à la jeunesse, si tu avais un message adressé aux jeunes
français dans leur ensemble. Concernant cette histoire des tirailleurs, la mémoire, le devoir de mémoire, quel serait ce message? Apprenez votre histoire. Lisez, apprenez votre histoire. Et l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec Instagram, on a accès à l'information comme on n'avait pas accès à l'époque. Parce que si tu leur dis ça, ils vont aller chercher. Non, tu sais pourquoi je te dis ça? Tu as des livres. Des Oui, titres Il faut donner des références. Si tu leur dis apprenez votre histoire, ils vont aller chez parler en un temps. Non, c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que Faut donner des on a la références. possibilité. Avant, on allait à la bibliothèque, on allait dans des encyclopédies, comme il dit chez Nathan. Et donc, on avait une partie d'histoire, mais on a beaucoup. Une émission comme la vôtre permet d'apprendre beaucoup. Et c'est pour ça que je dis c'est pour ça que j'insiste sur les réseaux sociaux. Parce qu'on n'a pas, et là je parle pas que de la communauté afro, je pense que l'être humain n'a pas cette culture de lecture. Et que si on commence à sensibiliser à travers des podcasts, à travers des vidéos, on incite plus ensuite à la lecture. Donc apprenez de votre histoire. Donner des références, Cheikh Anta Diop, Oui, Amadou oui. Ampateba, Omotunde, Amamazama, Amadou Kourouma. il y a Hamzat Boukari, le frère Gary qu'on a qu'on a eu reçu. ici. Ouais. Et qui Il faut donner des références, vérifier. lui, il aller est chercher. vraiment. En plus, il est hyper actif sur les réseaux Il est sociaux. brillant, Voilà, c'est il un est frère brillant. Très brillant. Qui gagne à être On encore a plus plein de connu. choses à apprendre. Ouais. C'est vrai. On a aussi du Aimé Césaire et du Maryse Condé. Voilà, Aimé Césaire. Et on en oublie d'autres, et Et tellement on en d'autres. oublie d'autres. Le vivier de nos cerveaux qui ont brillé ne manque pas. Et aller à la librairie Présence africaine. Mm. Là, on a tous les contenus. Notamment Les auteurs qui ont été cités. Présence Tameri africaine ou Tameri. Ou tout Tameri. à mérite. Taméré aussi, Taméré, c'est important. Alors, comme vous le voyez, nouvelle saison des Funérailles des Tabous, nouveauté, en espérant qu'elle a été à la hauteur de vos attentes. Encore une fois, nous vous remercions pour votre marque de considération et surtout pour vos critiques constructives qui nous permettent de toujours nous regarder dans un miroir, dans une perspective de progrès. Aujourd'hui, nous avons traité d'un sujet sensible qui avait été mis sur la table de manière un peu maladroite. Finalement, on comprend que l'ingratitude, elle n'était peut-être pas portée par celui à qui on a voulu l'adresser. Sans ressentiment aucun, on a rehaussé la problématique en donnant des pistes de réflexion dans la mesure où les Funérailles des Tabous ont pour vocation de permettre de réfléchir pour agir. Quand on sait que quand on est seul, on va vite, mais c'est ensemble qu'on va loin. Mais c'est ensemble autour d'une table qu'on va loin et haut. S'élever au-dessus de la victimisation, s'élever au-dessus de notre instinct animal, victimaire, passionnel. Les Funérailles des Tabous sont là pour vous. Nous vous attendons pour la prochaine émission. À très bientôt. Au nom de toute l'équipe des Funérailles du Tabou, je vous remercie d'avoir suivi attentivement cet épisode en espérant qu'il aura mis du grain à moudre au moulin de votre réflexion. Comme vous le savez, notre communauté fait face à un certain nombre de défis, aux allures de déficit. Nous pâtissons, ayons le courage de le dire, d'un déficit entrepreneurial. Nous sommes plus des consommateurs que des acteurs économiques. Où sont nos entreprises dignes de ce nom ? On se rend à Château-Rouge, à Château-d'Eau, on s'aperçoit que les magasins qui vendent nos produits ne sont pas vendus par nous-mêmes, mais par d'autres. Et s'agissant du terrain organisationnel, c'est un secret de polichinelle. Nous ne sommes pas encore au rendez-vous de l'excellence en la matière. Ou même encore, déficit d'ordre culturel. Où sont nos journalistes, nos historiens de nouvelle génération qui peuvent transmettre le sens de la dignité aux prochaines générations ? Qu'est-ce que ça donne comme conséquence ? Ça donne une communauté parfois enchaînée ad vitam aeternam au HLM, à l'assistanat. Pire, psychologiquement enfoncée dans une forme de victimisation. Et il se trouve, et Dieu merci, que notre communauté regorge de personnalités ici ou là qui ont une expertise à faire valoir et à mettre au service des nôtres afin de tordre ce déficit et d'engager cette renaissance par l'excellence. Si vous voulez être des acteurs du changement, de votre vie, quand on sait que ce n'est pas l'union qui fait la force, c'est l'union des forts qui fait la force de l'union. Si vous voulez être fort, eh bien, nous avons concocté des vidéos. Mais ce ne sont pas des vidéos de divertissement, ce sont des vidéos qui vous donneront des clés pour vous permettre de faire face à ces défis. Des clés sur le terrain entrepreneurial. Comment réussir à tenir le coup et à avancer avec succès sur ce terrain-là. Des clés sur le terrain culturel. Comment réussir à maîtriser votre logos, à bien vous exprimer, à mettre en avant sur des terrains intellectuels. Des clés d'ordre organisationnel.
Comment parvenir à être structuré efficacement et à répondre aux défis que cela impose? Eh bien, c'est simple. Il vous suffit de cliquer dans la barre de description où vous y attendent des vidéos 100% gratuites. Mais gardez bien en tête que gratuité ne rime pas avec médiocrité. Bien au contraire. Mais la vraie question que vous devez vous poser, c'est: êtes-vous prêt à devenir les acteurs de votre destin et non plus simplement les spectateurs? Je vous laisse la réponse.